Alors je fais cet enregistrement un peu comme un appendice à la vidéo extraite d'un de nos cours de séminaire sur ce qui distingue l'homme de l'animal, où on expliquait entre autres que ce qui distingue réellement l'homme de l'animal, c'est pas tellement les questions de conscience, de langage, quoique, encore une fois, il faudrait définir correctement ces termes et les définir autrement que ne le font les sciences cognitives aujourd'hui, chose à laquelle je me suis employé dans le 2e chapitre, un critique du cognitivisme, dans mon livre Pourquoi je suis communiste. Mais surtout, je pense que cet appendice est décisif puisqu'il était question évidemment de l'outil et de l'outil comme ce qui se transmet dans un héritage de travail humain. Or, comme désormais nous avons affaire ici à beaucoup de gens qui commentent et parlent beaucoup, mais finalement n'ont jamais tenu réellement d'outils entre leurs mains, ou à la limite des outils dont ils ne maîtrisent rien, c'est-à-dire par exemple des ordinateurs, des outils qu'ils emploient au quotidien sans comprendre leur fonctionnement. Mais on a affaire ici à des types qui, les 3 quarts du temps, passent leur temps justement sur cet ordinateur à laisser des commentaires sans jamais avoir utilisé un outil. Or, ce qui est décisif dans l'outil, c'est pas l'outil en tant que tel, mais c'est bien celui qui en fait usage. C'est la raison pour laquelle il y a des apprentis, la raison pour laquelle il y a des savoir-faire. Et je me souviens d'une fois où, alors que je commandais de la viande en boucherie, le boucher avait coupé parfaitement bien la viande, et j'avais eu cette remarque assez naïve de lui dire « Ah, ça c'est véritablement un couteau qui coupe ». Bon, l'enjeu était davantage de faire la conversation que de produire une quelconque analyse sur le couteau, mais le fait est que le boucher avait eu cette intelligence de me répondre, enfin c'est surtout le savoir-faire qui coupe, et c'était vrai. D'accord, le même couteau donné à quelqu'un qui ne s'en est jamais servi et n'a jamais coupé un bout de viande de sa vie, ça ne change rien. De la même manière, je me souviens, parce que j'ai dû à plusieurs reprises faire des travaux, et c'est quelque chose qui m'est de plus en plus habituel. Quand moi je tiens une pioche, ou quand mon père tient une pioche, eh bien le résultat du fait justement d'une certaine pratique, d'un savoir-faire, d'une habitude, n'est absolument pas le même, d'accord ? Là où je vais pouvoir avoir du mal à reproduire un geste particulier, et le propre de l'outil se caractérise aussi par le geste qu'il emploie pour le faire fonctionner. Et lorsqu'on voit un sanglier, comme ils nous le disent sur National Geographic, prendre un bout d'écorce pour creuser, là on voit à quel point il y a des limites épistémologiques importantes, très nettement, dans l'approche justement éthologique ici de ceux qui étudient. C'est-à-dire que leur approche éthologique, d'un point de vue, alors l'éthologie étant ce qui étudie le comportement animal, d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire de leur théorie de la connaissance, comment est-ce qu'ils appréhendent les phénomènes de la connaissance, eh bien ils les appréhendent à partir de concepts très mal définis, et pourquoi pas, quand il s'agit d'étudier la conscience et le langage issus des sciences cognitives, très largement critiquables. Donc on va prendre la conscience pour un espèce de réseau, de réseau neuronal ou ce genre de choses, et alors dans ce cas-là effectivement, bien des organismes vivants disposent de conscience, et d'ailleurs le matérialisme est prêt à tabler sur la conscience unicellulaire. Mais lorsque la conscience, et c'est ce que nous redéfinissons là aussi dans nos séminaires, se définit plutôt cette fois comme justement un rapport au langage, et le rapport au langage comme ce qui justement permet de faire transparaître la vie réelle, c'est-à-dire un rapport de représentation, un rapport de connexion, etc., par le langage, par la culture, par l'intersubjectivité, eh bien alors là il en devient tout autrement. Et avec la question de l'outil, c'est la même chose. Il faudrait déjà questionner ce qui historiquement constitue l'outil et sa particularité, en essayant d'éviter justement toute anthropomorphisation lorsqu'il y a cette étude du comportement éthologique de l'animal. Que si l'on se saisit, imaginons que ce soit même pensable, or déjà on voit bien que là il y a un travail supérieur, mais imaginons qu'on se saisisse, quiconque se saisisse d'une pioche, bon ça n'a aucun sens parce qu'encore une fois, déjà la pioche est autre chose que la simple brindille matérielle, naturelle qui est présente immédiatement. La pioche est déjà le résultat d'une praxis humaine, d'un héritage, de quelque chose qui se transmet, donc d'une culture, et pas simplement du truc qu'on ramasse, et on aurait pu ramasser à peu près n'importe quoi. L'usage que je vais faire d'une pioche va pas être le même que l'usage que je vais faire d'une pelle, alors que le sanglier avec son écorce, s'il avait trouvé une autre écorce ou un autre bout de truc pour pouvoir creuser, bon mais il l'aurait fait. On n'a pas affaire ici à un outil. Et puis ensuite, l'usage que je vais avoir de cette pioche, plus particulièrement, dans un travaux plus particulier là aussi, eh bien, ne
va pas être le même en fonction, eh bien, de ce que je vais décider, de ce que je vais orienter dans ma production. Je vais décider de ce que je vais produire. Et donc, il y a une volonté de transmettre dans le monde ce qui va être produit. Et si je choisis cet objet plutôt qu'un autre, ce n'est pas anodin. Cet outil plutôt qu'un autre, ce n'est pas anodin. Donc là encore, on a finalement affaire à deux choses problématiques. Le premier qui relève davantage de l'opinion, finalement, c'est-à-dire de l'opinion faussée, qui appelle à peu près tout outil, qui voudrait surtout pas voir de distinction parce qu'ils confondent distinction et hiérarchie. Il s'agit pas de produire ici des hiérarchies, mais de produire des distinctions simplement et de voir effectivement, ce qui est quand même un petit peu important d'un point de vue anthropologique et aussi éthologique, ce qui distingue l'homme de l'animal pour ne pas opérer de confusion abstraites et qui n'ont aucun sens. Et surtout pour pouvoir mieux voir ce qui potentiellement nous rapproche. Justement, si l'on nommait par principe épistémologique ce qui nous distingue, alors on peut plus voir non plus ce qui nous rapproche. Ça, c'est le premier problème. Et puis ensuite, il y a, vous le voyez, un problème épistémologique. Le problème épistémologique de manque de questionnement de la part notamment des éthologues sur une étude d'abord au préalable de ce qu'est la praxis humaine et de l'histoire. Et quand on étudie les comportements de manière abstraite, et notamment en éthologie, parce qu'il n'y a pas d'histoire dans le monde animal, et eh bien on nommait complètement la pratique historique humaine particulière. Et ça, c'est très largement dommageable.